Vibra Libre. Vibrer, libérer, être à l'équilibre. Bienvenue dans Vibra Libre, le podcast qui vous accompagne vers une vie épanouie et équilibrée. Je suis Anthony Soulard, praticien en accompagnement bien-être, et je suis ravi de vous accueillir dans cet espace de découverte et de transformation. Dans ce podcast, nous explorerons ensemble les multiples facettes du bien-être, du mieux-être et du développement personnel. Je partagerai avec vous mes approches telles que la libération émotionnelle, l'EFT, le massage sonore, la relaxation sonore ou encore l'équilibrage énergétique, afin de vous aider à libérer vos blocages, à retrouver votre harmonie intérieure et à vous épanouir pleinement dans votre vie. Au fil des épisodes, nous aborderons des sujets variés allant de la gestion du stress à la recherche de sens, en passant par la connexion à soi et aux autres. Mon objectif est de vous offrir un espace de réflexion, d'inspiration et de croissance personnelle en vous apportant des outils simples, concrets et accessibles, ainsi que des témoignages et des partages d'expériences. Préparez-vous à vibrer, à libérer et à être à l'équilibre. Je suis là pour vous accompagner tout au long de ce voyage vers votre bien-être optimal. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles, votre cœur et votre esprit et laissez-vous porter par cette magie de Vibra Libre. Je suis Anthony Soulard et c'est avec joie que je vous invite à plonger dans cette aventure ensemble. Bonjour à tous. Dans cet épisode de podcast, je souhaite partager avec vous une réflexion sur le lien entre bien-être émotionnel et relations sociales. Comment partir de ces relations sociales parfois complexes et comment tendre, en prenant conscience sur certains fonctionnements, certains schémas, certains mécanismes, comment tendre vers l'épanouissement. Notre épanouissement personnel est une quête quotidienne ou par étapes. Les émotions et les relations sociales jouent un rôle clé dans cet épanouissement. Dans cet état d'esprit, justement, je vais vous proposer aujourd'hui de décoder les mécanismes des relations sociales. Partir de la reconnaissance des signes révélateurs de ces problématiques en utilisant notamment le triangle de Karpman. Ensuite, la communication non violente nous offre une belle perspective pour cultiver des relations saines dans le respect de chacun. Chaque étape de ce parcours est une invitation à la réflexion et à l'évolution vers des relations plus épanouissantes. La régulation de nos émotions et de nos propres schémas est une ouverture à la compréhension de soi. Une compréhension de soi afin de tenter de régler, de neutraliser ces parties de notre histoire encore en action dans notre inconscient et nos comportements au quotidien. C'est en cultivant un environnement positif et en adaptant notre relation avec les autres que nous pourrons créer en nous et autour de nous les conditions favorables à des relations authentiques et saines. Explorer les signes révélateurs de ces problématiques relationnelles est le point de départ de notre voyage. Les relations humaines sont riches de nuances, portent en elles des indices parfois subtils qui peuvent révéler des problématiques sous-jacentes. Partons dans une observation plus fine de ces signes pour mieux comprendre la dynamique relationnelle. Commençons par observer. Prenons nos jumelles. Et dans ces interactions régulières, parfois complexes, des disputes récurrentes ou une tendance à l'évitement de la discussion suggèrent des problématiques nécessitant toute notre attention. Ces schémas révèlent souvent des aspects non résolus dans nos relations. Ensuite, il est important de se connecter, d'écouter son dialogue intérieur. Après chaque interaction, prenez le temps de prêter attention à notre dialogue intérieur est une des étapes importantes de ce voyage. Les sentiments négatifs peuvent servir de guide, pointant vers des zones potentiellement de friction et de malentendus.
Analysez les changements de comportement. Les changements soudains dans un comportement ou celui de notre entourage peuvent réellement être des indicateurs très puissants de tensions non exprimées. Ils méritent une exploration plus approfondie afin de réussir à rétablir l'harmonie. Prêtez attention aux non-dits. La communication va bien au-delà des mots. En observant attentivement les expressions faciales, le langage corporel et les gestes qui peuvent parfois, trahir ou démontrer quelque chose qui va plus loin que ce qui est dit, nous pouvons décoder des besoins et des émotions qui ne sont pas exprimés. Et être attentif aux schémas récurrents. Les situations répétitives que nous rencontrons portent en elles des enseignements. Elles sont comme des miroirs, reflétant des schémas comportementaux à explorer, à pointer du doigt, offrant des indices pour comprendre certaines subtilités dans nos relations. Cette plongée dans les signes révélateurs des problématiques relationnelles est la première étape essentielle. Les pistes que nous pouvons esquisser ici nous conduiront ensuite vers une exploration du triangle de Karpman et de la communication non violente. Chaque indice, chaque observation nous guide vers une compréhension plus profonde des complexités relationnelles, ouvrant ainsi la voie à des solutions constructives. Afin de démystifier les rôles relationnels, je souhaite vous proposer d'explorer le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman est un outil puissant qui permet de décoder les dynamiques relationnelles. Je vous propose de découvrir ensemble ces différents rôles complexes qui influent sur nos interactions quotidiennes. Le triangle de Karpman, je vous propose d'imaginer un triangle pointé vers le bas. Imaginez en bas le rôle de victime, à droite le rôle de sauveur et sur la pointe gauche le rôle de persécuteur. Ces différents types d'archétypes, bien que simplistes, peuvent teinter nos relations d'une couleur parfois dramatique. La victime est reconnaissable par son sentiment d'impuissance. La victime se perçoit souvent comme malchanceuse et dépendante des autres pour résoudre ses problèmes. Elle attire souvent le sauveur, cherchant une échappatoire à ses défis insurmontables. Le sauveur, quant à lui, entre en scène pour apporter son aide à la victime, tel un chevalier servant ou un héros. Bien que bien attentionné, il peut devenir excessivement impliqué et se sentir frustré si la victime ne suit pas ses conseils. Ce rôle masque souvent un réel besoin de se sentir valorisé. Et le persécuteur, quant à lui, dans son désir de contrôler, il critique la victime et peut entrer en conflit avec le sauveur. Parfois, la victime devient même persécuteur, créant un cycle perpétuel de drame. Reconnaître ces rôles au quotidien, c'est important pour réussir à comprendre ces différentes interactions. Par exemple, au travail, une personne joue le rôle de sauveur, elle peut être perçue parfois comme intrusive, tandis qu'une attitude de victime peut générer quant à elle des tensions par rapport à la dépendance aux autres. Imaginez une situation où un collègue, à qui on va donner le rôle de victime, exprime des difficultés. Un autre collègue, que l'on va identifier comme sauveur, propose des solutions qui n'ont pas été sollicitées et demandées par la personne victime, provoquant ainsi la frustration du premier. Et bientôt, le premier, qui était en posture de victime, va se positionner quant à lui en posture de persécuteur, critiquant le sauveur, et à ce moment-là, on a un cycle dramatique qui est enclenché. Même si le rôle prédominant de la victime reste la victime, à un moment donné, il y a eu un jeu. Justement, c'est un jeu relationnel. Il est important de comprendre que, à la base, il y a comme un appât qui est mis. Imaginez-vous en tant que pêcheur, vous mettez un appât pour attirer le poisson, pour le faire rentrer dans votre seau avec les autres.
C'est-à-dire que vous voulez le faire rentrer dans le triangle par rapport à notre exemple du triangle de Karpman. L'important est de tenter de désamorcer le triangle et surtout l'idée sera de ne pas entrer dans le triangle. Mais la première étape pour désamorcer ce triangle est la prise de conscience. En reconnaissant ces différents rôles, victime, sauveur, persécuteur, nous pouvons choisir délibérément justement de ne pas entrer dans ce jeu dramatique. Apprendre à répondre plutôt qu'à réagir est la clé. La compréhension de ces rôles offre une perspective qui me semble précieuse pour naviguer dans la complexité relationnelle. Chacun joue un rôle par rapport à son histoire, par rapport à son vécu, par rapport à son fonctionnement, par rapport à ce que renvoie l'autre. Et là, justement, je veux vous proposer maintenant de travailler, de réfléchir sur la communication non violente. Une compétence essentielle pour évoluer vers des interactions que je juge saines et épanouissantes. Je définis symboliquement la communication non violente. Alors, il y aura les initiales CNV que vous rencontrerez peut-être. C'est l'art de s'exprimer avec bienveillance. Là, c'est de comprendre cette approche qu'a développée Marshall Rosenberg qui offre des clés précieuses pour transformer nos interactions. La communication non violente repose sur l'idée de créer des connexions authentiques et respectueuses, en favorisant la compréhension entre deux parties, la compréhension mutuelle. Elle propose une communication basée sur l'empathie, l'écoute active et l'expression sincère de nos besoins et de nos sentiments. Il y a 4 composantes à la communication non violente. L'observation, décrire objectivement une situation sans émettre de jugement. Par exemple, quand je vois que la vaisselle n'est pas faite, 3 petits points. On continue avec la deuxième composante qui est le sentiment. Exprimer ses sentiments ou les émotions liées à l'observation. Je me sens agacé, je ressens ça en moi. La troisième étape est d'identifier le besoin sous-jacent à cette émotion ou ce sentiment. Parce que j'ai besoin d'un environnement ordonné et propre. Et en quatrième étape, composante, nous avons la demande. Formulez une demande claire et positive pour satisfaire votre besoin, qui a déclenché, vu qu'il n'était pas satisfait, un sentiment, une émotion suite à votre observation initiale. Peux-tu prendre quelques minutes, par exemple, pour discuter de l'organisation des tâches ménagères? Ça, c'est une demande claire qui rebondit sur ce besoin qui n'est pas satisfait avec ce sentiment ressenti au regard de l'observation. On va prendre un autre exemple. Imaginez une situation où un collègue n'a pas respecté un délai pour rendre un projet. Ou une partie du projet, par exemple, qui peut mettre en péril, en tout cas, le rendu global du projet. Plutôt que de réagir de manière agressive en type persécuteur, l'idée est d'utiliser la communication non violente et d'inviter à exprimer ses sentiments et besoins. Par exemple, on peut proposer cette formule: quand le projet a pris plus de temps que prévu, ou comme le projet a pris plus de temps que prévu, j'ai ressenti de la frustration, parce que la confiance et le respect des délais sont très importants pour moi. Je serais reconnaissant que tu puisses partager quel défi tu as pu rencontrer et qui a fait justement que tu n'as pas été en mesure de rendre le travail à temps. Passons maintenant sur l'évolution vers des relations épanouissantes. En intégrant justement ces conseils de communication non violente, les relations évoluent vers davantage d'empathie et de compréhension mutuelle. L'idée est d'être dans l'expression de soi avec l'empathie à l'autre et qu'il y ait cette connexion entre les deux parties. Cela offre un moyen concret de sortir du triangle dramatique de Karpman et de favoriser réellement une communication ouverte et bienveillante. Au quotidien,
La communication non violente peut facilement être intégrée dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans les relations professionnelles ou dans les interactions familiales, sociales. Il devient un outil puissant pour construire des ponts plutôt que des barrières. L'idée est de créer des connexions et non des murs. Nous avons identifié donc des problématiques relationnelles, recherché les rôles relationnels, notamment rattachés au triangle de Karpman avec notre victime, persécuteur ou sauveur, et appris les clés fondamentales de la communication non violente. Mais cela ne s'arrête pas là. Notre humeur personnelle, par exemple, impacte directement nos relations. Il existe des jours sans où rester au fond du lit ou à la maison aurait peut-être été préférable et la meilleure réponse. Plonger dans l'accueil et la régulation émotionnelle permet de développer des compétences clés également pour cultiver un bien-être émotionnel durable. L'idée ici est de vous proposer de comprendre qu'accueillir et réguler vos émotions avec bienveillance est un moyen, finalement, de faciliter les relations sociales. Quand je dis accueillir, c'est, par exemple, pour commencer sur ce chapitre, ce serait de se dire que aujourd'hui, juste avant d'arriver au travail, j'ai failli avoir un accident et j'ai eu très peur, par exemple. La peur est là, fait que je suis pas forcément dans mon assiette et que j'ai pas forcément régulé cette émotion, ok ? L'important ici serait de se dire que arriver au travail, c'est pas je mets sous le tapis ce qui m'est arrivé et je fais ma journée. L'idée, c'est de réussir à dire excusez-moi, aujourd'hui, il m'est arrivé ça. Et je serais peut-être pas forcément très ouvert aujourd'hui parce que j'ai besoin de gérer ce qui m'est arrivé ce matin. J'ai besoin de gérer émotionnellement ce qui m'est arrivé ce matin. Ici, on est bien sur l'accueil et de laisser le temps à la régulation de l'émotion. Mais le fait de l'exprimer dans ses relations sociales est très important pour poser les choses et finalement, entre guillemets, prévenir, mettre un petit peu l'alerte. Attention à éventuellement comment vous allez communiquer avec moi aujourd'hui parce que je ne serai peut-être pas dans les conditions habituelles. Ça, c'est accueillir ses émotions. Donc l'idée, en sortant de l'exemple que je vous ai cité juste avant, accueillir ses émotions, c'est le premier pas vers une régulation émotionnelle. Donc on est sur de l'acceptation. Accueillir, c'est de l'acceptation. Apprenons justement à accueillir nos émotions sans jugement. Nous sommes des êtres humains et il est normal de ressentir des émotions au regard des différentes situations ou événements qui nous arrivent. Plutôt que de les réprimer, il s'agit de les observer avec bienveillance. Essayez de prendre un peu de recul en disant « Ok, qu'est-ce que mon émotion vient me dire ?» Quand nous sommes conscients de nos émotions, nous sommes mieux équipés pour les comprendre et réagir de manière adaptée. Et ici, je parle bien de régulation des émotions et non de gestion des émotions. La régulation, ça implique pour moi la capacité à modérer l'intensité de nos réactions émotionnelles. C'est pas que l'on n'a pas d'émotion ou qu'on la met sous le tapis, mais c'est qu'on apprend à ne pas la nier, à ne pas l'étouffer, mais justement à la guider de manière constructive pour pouvoir évoluer, grandir et comprendre ce qui se passe. Et des pratiques, par exemple, comme la méditation, la respiration profonde, sont des moyens déjà qui peuvent aider à réguler notre état émotionnel. Pour aller plus loin, ensuite, on peut avoir recours à des techniques comme la technique de l'Emotional Freedom Technique, donc la libération émotionnelle, qu'on dit EFT, et qui est aussi un moyen, une technique qui vise à libérer les émotions négatives, que l'on peut faire seul une fois qu'on a bien acquis la technique. Et j'ai déjà un autre podcast justement qui va être là-dessus. Et l'idée, c'est un praticien peut d'abord nous aider justement à travailler et comprendre déjà l'EFT et comment réussir à libérer les émotions.
à purifier, à neutraliser. En EFT, on parle de neutralisation de charge émotionnelle. Et là, l'important, c'est de se dire que le travail avec un praticien, un thérapeute va être le premier cap pour aller sur ce qui est un petit peu commencer à gratter, vous voyez. L'autonomie que vous allez pouvoir acquérir après en utilisant l'EFT au quotidien, dans différentes situations ou dans différentes routines bien-être, c'est de réussir à faire que une émotion arrive, j'ai les conditions autour de moi pour le faire et je vais m'isoler et tapoter par rapport à l'émotion que je ressens et je vais déjà commencer à la réguler, à faire qu'elle ne prenne pas trop de place. Et ça permet en même temps, le fait d'avoir un outil, eh bien justement d'être déjà dans cette posture d'observation de ce qui se passe dans le corps, de ce qui se passe au niveau du mental. C'est intéressant de prendre ce recul et d'être dans cette posture réellement d'être dans cette posture méta. Et c'est vraiment important de réussir à acquérir, comprendre, maîtriser cette technique qui peut réellement être un outil puissant et vecteur d'autonomie par rapport à la gestion de ses émotions. Alors j'ai dit gestion justement, régulation de ses émotions. Partons maintenant d'une situation stressante au travail. J'aime bien donner des exemples. Plutôt que de réagir de manière impulsive dans un rôle persécuteur ou victime, la régulation émotionnelle, justement, elle nous permet de se prendre ce recul. En identifiant notre ressenti, par exemple une frustration, nous pouvons exprimer nos besoins de manière constructive. Je ressens de la frustration parce que j'ai besoin de la clarté dans les objectifs. J'ai besoin d'un cap par rapport à ce que l'on fait sur l'équipe. Est-ce qu'on pourrait justement organiser une réunion pour discuter de la stratégie à suivre? Là, c'est un mélange finalement, en mettant bien en avant ici. Je suis dans l'observation de l'émotion que j'ai vécue, la frustration. Je vois bien que j'ai un besoin qui est le besoin de clarté par rapport aux objectifs qui est identifié, et je fais une demande claire. Donc là, on est sur le mélange entre la régulation émotionnelle, c'est-à-dire que comme si vous étiez à cheval, vous tirez sur les rênes pour pas foncer dans le triangle de Karpman, c'est-à-dire de prendre un rôle qui pourrait finalement être vecteur d'une situation réellement conflictuelle. Donc on va tirer sur les rênes. Ok, l'émotion est celle-ci. Plus vous apprenez à ressentir et à observer vos émotions, plus vous allez être sensible et habile avec la connaissance de vous-même, et vous allez pouvoir rapidement identifier l'émotion, peut-être la réguler avant de réagir avec une technique telle que l'EFT, la méditation, la respiration, et de réussir ensuite à formuler besoin et la demande qui va arriver ensuite. Et notamment, il est important de dire que la régulation des émotions, elle est également liée à la régulation du stress. Le stress, c'est un élément clé finalement qui peut influencer notre bien-être émotionnel. Lorsque nous sommes stressés, il faut comprendre que notre corps, au niveau biochimique, il libère des hormones telles que le cortisol et l'adrénaline. Et ces hormones peuvent influencer la manière dont notre cerveau traite l'information. Rapidement, au niveau du cortex préfrontal, on a un filtre qui permet de réguler et finalement un petit peu de prendre cette distance. Eh bien, quand il y a du stress qui est présent, qu'il soit ponctuel ou chronique, il y a finalement ces hormones du stress, le cortisol et l'adrénaline, qui inhibent, qui empêchent ce filtre. Ce qui fait justement que la réponse ne va pas forcément être adaptée à la situation que l'on a en face de nous. Et donc de reprendre le contrôle de notre niveau de stress permet déjà de vivre nos émotions de manière plus équilibrée, plus positive. Et de ne pas finalement créer des situations qui pourraient tendre à des conflits, tendre à finalement une perte d'énergie inutile si on réussissait à réguler les choses autrement. Donc je vous invite à mettre en place une routine bien-être avec des techniques qui résonnent pour vous, comme la relaxation sonore que je pratique moi-même, la sophrologie, une simple balade en nature, faire du sport et tout ce qui peut vous convenir. Je pousserai même jusqu'à faire un puzzle, faire un coloriage de mandala,
faire du tricot ou du crochet. Toutes ces choses, ou lire aussi, il y a plein de choses en fait qui permettent réellement de laisser notre corps d'une certaine manière en pause et de faire qu'il puisse aussi se ressourcer. Et donc, par la même occasion, de réussir à éliminer ces hormones de stress. Il est important de comprendre, je vais terminer sur ce point, que quand il y a un pic d'adrénaline, par exemple, notre organisme va mettre au moins 5 heures à éliminer ce pic. Donc imaginez, si vous avez de multiples pics dans votre journée, dans quel état vous allez être le soir, et ce qui peut facilement expliquer votre difficulté à vous endormir ou votre sommeil très entrecoupé pendant la nuit. Voilà. Déjà le voyage sur la régulation des émotions. L'important pour moi aussi est de vous dire qu'il faut cultiver la bienveillance envers soi-même. Pour moi, c'est réellement une démarche, c'est-à-dire de traiter nos émotions avec compassion, de créer un espace propice à notre croissance personnelle et avec vraiment cet objectif en toile de fond d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. Pratiquer l'accueil dont on a parlé et la régulation émotionnelle, après ça devient une habitude qui est bénéfique et dans toutes les sphères de notre vie. Cela nourrit notre bien-être émotionnel, favorise des relations positives et contribue à un environnement propice à notre propre épanouissement. Et forcément, si nous sommes aussi rayonnants, joyeux, heureux, de bonne humeur, forcément, vous le disséminez autour de vous, vous le laissez infuser autour de vous, et un simple sourire dans la journée déjà fait que la relation est complètement différente. Maintenant, justement, je veux vous amener à plonger dans l'art de cultiver des émotions positives. Le tout, justement, pour avoir une humeur quotidienne et un état d'esprit qui est réellement ouvert à la vie. Nous voici donc à cette dernière étape, déjà, de notre exploration du bien-être émotionnel avec les relations sociales. Cultiver des émotions positives, ça constitue un socle d'une vie épanouissante avec des relations saines. Et j'ai quelques exemples simples et rapides qui vont être déjà de pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est une émotion puissante qui transforme notre perception quotidienne. Prendre le temps de reconnaître et d'apprécier les petits aspects positifs, petits ou grands, les petites victoires, ça amplifie notre bien-être émotionnel. Et tous les jours, justement, il est important d'identifier au moins une chose pour laquelle nous sommes reconnaissants. Aujourd'hui, mon chef m'a dit par exemple que ce travail était bien fait. J'ai eu un super échange avec cette personne-là et ça m'a vraiment nourri. Je suis ravi aujourd'hui d'avoir eu une bonne douche chaude. Ça peut être des choses très simples. Et ensuite, l'important c'est de favoriser la joie. La joie, faut pas oublier que c'est une énergie, une émotion qui est contagieuse. Si on identifie les émotions, les activités qui nous apportent de la joie et qu'on les intègre dans notre routine bien-être, eh bien justement, on va pouvoir créer cet état positif. Qu'il s'agisse justement de nos passions, de nos moments de détente ou de rencontres agréables, l'idée c'est réellement d'investir du temps dans ce qui va illuminer votre visage avec des sourires radieux. Ces sourires qui mentent pas, avec le sourire jusqu'aux oreilles, ces yeux qui se plissent et qui font réellement que vous rayonnez la joie, vous rayonnez le bien-être. Et le fait de le rayonner, vous ne pouvez même pas imaginer au niveau physique ce que ça peut vraiment donner à votre corps en termes de sécrétion hormonale positive. Et ensuite, ça va être, je l'ai appelé comme ça, cultiver l'amour. L'amour sous toutes ses formes. L'amour qui est un moteur puissant du bien-être. C'est exprimer notre amour tout simplement à nos proches, à nos enfants, à nos compagnes, compagnons, à nos parents, à nos amis proches. Et oublions pas aussi de nous accorder de l'amour à nous-mêmes. Ces petits moments de la journée où on fait une pause pour prendre soin de son corps, ça c'est déjà de l'amour. Ces moments où
où on met en place justement un rituel et on se dit ouais, c'est le moment que je prenne le temps pour moi. Et cette bienveillance envers soi-même, elle nourrit réellement une base solide. Justement après pour partager cet amour déjà de soi avec les autres. Et l'amour de soi est intéressant sur un autre podcast que je vais faire, je pense, sur l'impact ou l'interrelation, je vais l'appeler comme ça, entre l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi et avec l'amour de soi qui est comme le ciment de tout ça. Comment cultiver justement des émotions positives, mais c'est pas un acte individuel. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est qu'en partageant nos expériences positives, en exprimant notre gratitude aux autres aussi, en cultivant une humeur communicante, positive, joyeuse, nous contribuons à créer un environnement social qui est nourrissant, qui est porteur, qui est catalyseur de positif. Et les relations, justement, s'épanouissent dans un contexte empreint de positivité. Nous voilà arrivés à la conclusion de ce podcast. Et dans cette exploration que nous avons faite de notre bien-être émotionnel en lien avec les relations sociales, j'ai trouvé important de parcourir justement ce chemin riche en découvertes et enseignements en croisant finalement l'identification des problématiques relationnelles à la culture d'émotions positives en nous-mêmes et autour de nous. Et chaque étape que nous pouvons faire dans cet état d'esprit, cette relation à nous-mêmes et aux autres, est réellement une invitation à l'épanouissement personnel et relationnel. Ce podcast, pour moi, n'est pas simplement une exploration de soi pour soi, c'est plutôt le point de départ pour un voyage continu vers le bien-être émotionnel, avec un objectif durable, et surtout pour que nos relations sociales soient plus épanouissantes. Chacun de nous détient en lui le pouvoir d'initier un impact positif autour de lui, que ce soit dans notre vie et dans le tissu social qui nous entoure. Alors n'oublions pas que chaque interaction compte. Chaque moment de prise de conscience contribue déjà à une transformation personnelle et par la suite une transformation collective. Donc je dirais comme ça, c'est soyons finalement les artisans des relations positives. Embrassons, régulons nos émotions avec sagesse et contribuons à cultiver un environnement où chacun peut s'épanouir dans la bienveillance. L'aventure du bien-être émotionnel et des relations sociales, c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose qu'on a entre nos mains. On peut choisir finalement de rester dans ces conflits réguliers, ces pertes d'énergie finalement, parce que une fois qu'on est entré dans le triangle de Karpman, quelle que soit notre posture, nous perdons de l'énergie. Et finalement, est-ce que nous en sortons satisfaits? Justement, je vous invite à cultiver cette compréhension des relations sociales, cette compréhension de vos émotions, cette utilisation de la communication non violente, afin que justement ces actions individuelles permettent de tisser, de créer une trame en fait de fonctionnement avec chacun, de la connexion à notre authenticité, qui nous sommes, comment on a envie d'être en relation avec les autres. Derrière justement cette relation avec les autres, c'est cette compréhension mutuelle, cette connexion à l'autre et la bienveillance qui pour moi doivent être là, présent, une forme de gentillesse, mais pas béate, vraiment une gentillesse qui est de soi, qui est vraiment au service de l'harmonie générale. On n'est pas là en fait pour moi pour être dans le conflit, être dans les interrelations tendues, complexes. Chacun a réellement toute sa place pour mettre en place des compréhensions, des observations et des actions qui font qu'on est bien avec soi-même et avec les autres. Pour me présenter rapidement, je suis Anthony Soulard et j'ai travaillé pendant 19 ans en milieu hospitalier en tant qu'infirmier puis cadre de santé. Actuellement, je suis praticien bien-être, accompagnant bien-être.
Et je propose des accompagnements personnalisés dans une approche justement bienveillante et sécurisante. L'idée est de partir de vous avec ce qui est présent, passé, projeté, afin de comprendre, apprendre, grandir, libérer. Je suis disponible pour échanger avec vous si vous le souhaitez, sur le lien qui sera joint à ce podcast. Et réellement, cultiver l'harmonie en chacun de nous est pour moi un gage de donner du positif, et d'être bien avec soi et de faire que les mots que j'ai régulièrement en fin de séance de libération émotionnelle, par exemple, la joie, la légèreté, cette connexion à soi, de ne plus avoir un voile ou de sentir finalement un conditionnement en soi qui nous limite. Réellement reprendre la main sur qui vous êtes au fond, votre authenticité, et être vibrant de qui vous êtes. Réellement, c'est que vous puissiez dire je suis moi, je suis aligné avec qui je suis, et d'être tout simplement bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a appris des choses, vous a permis de comprendre. Pour être honnête, c'était mon premier podcast. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et d'amour, en espérant justement qu'il va vous permettre de grandir à votre tour et de réussir à libérer et d'évoluer dans vos relations sociales. À bientôt. Au revoir.